Monsieur Mohamed Lakhtar Maougal, bonjour. Bonjour. Alors, Ahmed Yahya passe sa première nuit dans la prison d'El Harrach. Il a été placé en détention provisoire. D'autres hauts responsables devant la Cour suprême ce jeudi. On parle de Abdelmalek Sellel, ancien Premier ministre, et de Monsieur Amara Ben Younes, ancien ministre du gouvernement Abdelmalek Sellel. Levée de l'immunité parlementaire de Saïd Barkat et Jamal Oud Abbas. On parle aussi que le ministre de la Justice a saisi le bureau de l'APN pour la levée de l'immunité parlementaire de Monsieur Talahi. Et également, le Conseil de la Nation a été saisi également par le ministre de la Justice pour la levée de l'immunité parlementaire de Monsieur Ammar Roul. C'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie que de hauts responsables de l'État sont différés devant la justice. Comment expliquer cette situation aujourd'hui? Est-ce que c'est la construction d'une Algérie nouvelle qui se dessine? C'est peut-être d'abord le début d'une démythologisation, ou ce que j'appellerais dans mon langage une mythocidisation, c'est-à-dire une déconstruction et une destruction des mythes. Le mythe a commencé dans l'histoire contemporaine de l'Algérie avec les 4 décennies qui ont commencé pratiquement après la décennie que nous avons subie du terrorisme. Il a fallu inventer quelque chose et on a amené quelqu'un qui a drainé un mythe. Le mythe dont on a parlé déjà une fois, du jacobinisme bonapartiste. Et le résultat aujourd'hui de cette construction, de ce mythe de l'État algérien, le nouvel État algérien, qu'on a appelé l'État plus ou moins bonapartiste et bouteflikaste, il est là. Il est là. La plupart des hauts fonctionnaires, les hauts cadres, ont passé la nuit là où il fallait, c'est-à-dire à Al-Harrach, qui était un relégat, c'est une relégation, qui était destinée autrefois aux victimes de ces personnes-là qui envoyaient, par les décisions, par des coups de fil à la justice, ils envoyaient des gens. Je ne peux pas ne pas me rappeler qu'un certain nombre de hauts cadres de l'Algérie, dans les années, fin des années 90, ont été envoyés par M. Yahya en prison, dont certains sont morts en prison. Donc c'est tout à fait logique, cette logique qui fait que quand un État dérive à ce point, quand un État rentre dans une logique de pratiquement de fonctionnement clandestin, de fonctionnement parallèle, de fonctionnement anticonstitutionnel, eh bien nous arrivons à là. Nous arrivons au fait que finalement, la pression qui a été faite sur la société, les missions indignes dont quelqu'un qui s'appelle Yahya s'était investi lui-même en disant je suis l'homme des missions indignes, eh bien nous voyons le résultat aujourd'hui. La rue est descendue et la rue a eu raison de cet état mythique qu'on nous a présenté comme étant un état salvateur. Il faut savoir que c'est venu après la décennie qui a mis l'Algérie à genoux. Donc cette déconstruction fait que finalement, comme on dit, le roi est nu. Le roi est nu, tout est tombé, tout ce qui a été construit par l'ancien président de la République, qui a été élu, mal élu ou peu élu ou bien élu, c'est une autre paire de manches. Moi je ne discuterai pas, comme je l'ai toujours fait, les 2 premiers mandats qui étaient prévus par la Constitution, mais la dérive a commencé à partir du 3e. Parce qu'il y a là, d'abord parjure, ce monsieur avait rejuré sur le texte sacré, qu'il allait respecter la Constitution, et il donne l'exemple du parjure, il donne l'exemple du mensonge, et à ce moment-là, l'équipe qui l'entoure trouve toutes les portes ouvertes pour ce type de fonctionnement qui nous a menés là où nous sommes aujourd'hui. Mais est-ce que ce qui arrive aujourd'hui, est-ce que c'est un aboutissement normal? Est-ce que c'est la volonté populaire qui est en train de s'exprimer, de se concrétiser, ou alors il y a réellement fait de corruption? Et pour personne en parler il y a quelque temps aujourd'hui. C'est un modèle de corruption. L'Algérie de Bouteflika, c'était la Haïti de Papadoc. Non seulement du point de vue de la dictature, mais du point de vue de la corruption. Papadoc, c'est une histoire sombre dans l'histoire du peuple haïtien. Le peuple haïtien qui est arrivé, au bout du compte, heureusement,
le peuple algérien a de la ressource, mais le peuple haïtien, on est arrivé, les dernières années du régime des deux docs, de papa et de bébé doc, les gens vivaient en vendant leur sang. Des banques de sang prélevaient le sang des Haïtiens pour fournir les sachets de sang aux légionnaires français qui intervenaient en Afrique et aux légionnaires et aux GIs américains qui intervenaient au Vietnam. Ça, les gens l'ont oublié. Heureusement, nous n'en sommes pas arrivés là. Pourquoi? Je crois que c'est lié plus ou moins à un fait de résistance passive de la société algérienne, qui en a eu tellement ras-le-bol, tellement comprimé, tellement réprimé, tellement oppressé, que quand il a fallu aller au bout de cette expérience dramatique, tragique, eh ben on est arrivé un jour à une explosion qui a donné le tsunami qui s'est déversé dans les rues d'Alger, dans les rues de Constantine, Sétif, Borj-Boaredij, Msila, Tamarrasset, Djelfa. Ce tsunami-là a fait que finalement, tout cet état mythique qui a été construit s'est révélé un château de sable. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, professeur Maougal, c'est que comment expliquer que ce crime ait pu prendre toute cette ampleur? Parce que si on se réfère à certaines statistiques ou certains chiffres qui sont déjà avancés, on parle de pratiquement 400 milliards de dollars qui ont été détournés illicitement. Comment on en est arrivé là? Comment ce phénomène a pu prendre autant d'ampleur? Il y a eu, semble-t-il, et je cite, je ne l'aime pas du tout, et je cite Cheikh Ebrlé, l'idée qu'il y a eu 1500 milliards de dollars qui ont été dépensés. Mais vous vous rendez compte ce que c'est? Et à ce moment-là, quand les partenaires de l'Algérie entendent un ministre en exercice dire cela, et entendent la classe politique algérienne qui était en charge de la gestion de l'État dire que nous avons toutes les possibilités, nous ouvrons les portes aux investissements, venez faire... Eh bien, ça aiguise les appétits. Ça aiguise les appétits et ça crée des complicités. Et cette complicité a aggravé le délitement non seulement de l'État, mais elle a aggravé aussi le fait du relâchement total sur le commerce extérieur. Et ce délitement et ce relâchement du commerce extérieur a été pratiquement la voie ouverte, grande ouverte, vers l'expatriation des capitaux, les échanges parallèles, le commerce informel, tout ça qui avait été contenu jusqu'à la période, la fin des années 90, tant bien que mal. Finalement, quand les portes se sont ouvertes, tout le monde s'est engouffré, et je rappelle, j'étais un jour avec un ami qui me dit, dans une discussion, il me dit, ce qu'a fait Bouteflika, il a apporté une idée intelligente. J'ai dit, ah bon, c'est quoi? Il a dit, il faut maintenant pratiquer la culture ta shtara. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Comment on peut fonctionner avec des choses aussi élémentaires? Il me dit, parce que le terme est populaire, et il comprend qui veut. Shtara, ça veut dire aqvz. Et donc débrouille-toi. Il a instauré un système basé sur une culture du débrouille-toi, démerde-toi, enrichis-toi, et finalement, le résultat, c'est ce que nous avons. Mais comment se fait-il que ce phénomène ait pris autant d'ampleur aujourd'hui dans notre société? Il existait par le passé, il existe dans tous les pays du monde. Pourquoi il prend autant d'ampleur aujourd'hui? Comment l'expliquer? Parce que l'Algérie n'a été jamais aussi riche qu'elle est devenue ces dernières années. Et surtout, ces 2 derniers mandats. C'est cette convoitise qui fait que finalement, les Algériens voient les puissances étrangères s'enrichir de plus en plus, voient les entrepreneurs étrangers s'enrichir de plus en plus, voient le capital se développer, et ils n'en profitent pas. Ils n'en profitent pas parce que, ce que j'ai toujours dit dans les réunions avec mes amis et les réunions auxquelles je suis convié, Alger n'est pas l'Algérie. Les grandes villes, c'est pas l'Algérie. L'Algérie profonde, c'est celle qui s'est réveillée. C'est celle qui a mis le doigt sur la plaie. C'est celle qui a véritablement montré le chancre qui est en train de se développer, cette
pourriture qui s'est mise en place, cette gangrène qui s'est mise en place. Alors, mais comment expliquer est-ce qu'on peut considérer que nos dirigeants avaient pour seule ambition de s'enrichir illicitement au détriment de l'intérêt du peuple et du pays? Première réponse tout à fait de la réponse du berger à la bergère, c'est oui. C'était leur préoccupation. Parce qu'ils ont compris que, d'une part, l'État était illégitime, fonctionnement illégitime, les institutions sont illégitimes, et la seule perspective qui s'offrait à eux, c'était de s'enrichir sans mettre plein les poches, sans mettre plein les comptes bancaires à l'étranger, et prendre la valise au moment où leur mission est terminée. Il y a 400, paraît-il, d'après des chiffres, il y aurait 400 hauts fonctionnaires algériens qui vivent à l'étranger, dont pratiquement les 3/4 sont en France, des anciens ministres, et qui touchent un salaire en devise sur le dos de l'Algérie. C'est des choses qu'on apprend. On finit par apprendre. Donc non seulement ils se sont enrichis ici, ils ont fait des affaires, ils prennent ce qu'ils ont pris, et ensuite ils se font payer leur salaire à l'étranger, sur les comptes de la sécurité sociale algérienne, sur le compte des participations des travailleurs immigrés et de tout le système qui est mis en place dans les accords entre l'Algérie et la France. C'est l'histoire qui a fini par les rattraper. Comment on peut qualifier aujourd'hui cette situation? Est-ce que il va falloir encore assainir davantage la sphère économique? Est-ce que c'est nécessaire? Il faut assainir la sphère économique et la sphère politique aussi. Parce que c'est nécessaire dans la mesure où le processus a commencé au moment où il y a une mobilisation populaire qui monte de plus en plus. C'est devenu maintenant un tsunami. C'est des millions d'Algériens qui sortent. Ce n'est pas 4 ou 5 chats. Ce n'est pas 1 millier. Ce sont des millions d'Algériens qui descendent dans la rue et qui demandent justice. Ils demandent justice. Il suffit de regarder les reportages qui sont faits par vos collègues de la télévision et même de la radio dans les zones internes de l'Algérie. Les gens se plaignent. Ils disent nous sommes les oubliés. Nous n'avons rien vu de l'Algérie depuis son indépendance. Il y a des choses ahurissantes que nous voyons à travers les écrans de télé. On a du mal à le croire. On a du mal à le croire. Il y a des Algériens dans des coins isolés, reculés, où on se croirait, dans un pays du sous-continent indien. Vivant dans une misère noire, atroce, dans la saleté et dans le chômage et dans la misère. Et pourtant, on avait les moyens pour redresser la situation. On avait beaucoup de moyens. C'est cette disproportion, c'est ce décalage entre la polarité de la richesse qui n'a jamais atteint le niveau qu'elle vient d'atteindre et la paupérisation qui s'est étendue dans les catégories sociales les plus basses de la société. Alors, professeur Mohamed Lakhdal Maougal, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs questions. Est-ce qu'on peut considérer, partant de ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction, qu'aujourd'hui l'appareil de l'État est totalement gangréné? Comment assainir la situation? Faut-il mettre tous les fonctionnaires ou hauts fonctionnaires en prison? Non, il faut séparer bon grain de livret. Il y a des cadres qui sont honnêtes. D'ailleurs, très souvent, ils sont marginalisés, ils sont éloignés, ils sont opprimés, réprimés, quand ils n'ont pas été envoyés en prison dans les années 90 par M. Ouiahia, qui aujourd'hui est pensionnaire à Al-Harrach. Il y a par contre des cadres qui doivent assumer leurs responsabilités. Dans la catégorie des cadres, je distingue entre deux types de cadres. Les cadres décisionnels et les cadres d'exécution. On ne peut pas mettre tous les cadres d'exécution dans le même paquet que les décisionnels. Celui qui participe à la décision prend ses responsabilités. Il assume. Et d'ailleurs, le système a très bien compris cela. Les gens qui sont dans la décision sont couverts d'avantages. Ils sont protégés, ils sont couverts d'avantages, et ça dans tous les secteurs, y compris des secteurs comme l'enseignement supérieur, y compris des secteurs, passez-moi l'expression, y compris des secteurs sensibles comme la culture, la communication, etc. Il y a des gens qui sont des privilégiés du système. Privilégiés du système, ils accompagnent les responsables. Ils partagent les responsabilités. Il n'y a aucune raison pour les en dissuader. Par contre, il faut veiller à ce que ce ne soit pas une chasse aux sorcières qui toucherait n'importe quel cadre qui se trouverait dans une situation de gestion. Il faut séparer.
Mais fallait-il engager ces procès maintenant ou fallait-il d'abord régler la crise politique avant de régler ces questions? On ne peut pas régler la crise politique sans avoir donné des garanties à la rue, parce que la rue, quand je dis la rue, pas au sens péjoratif du terme, au tsunami que connaît la rue aujourd'hui, et qui est mobile, au peuple. Le peuple est mobilisé. Il faut lui donner des choses à voir, à sentir et à accrocher sa crédibilité. Qu'est-ce que vous voulez lui donner? Du travail, il n'y en a pas. Il n'y en aura pas pendant un certain temps parce que l'appareil économique a été complètement mis à plat. L'appareil d'investissement, c'est la même chose. La preuve en est. Les pensionnaires qui sont actuellement à Al-Harrach sont des générations spontanées de milliardaires. On n'a jamais vu dans aucun pays du monde un milliardaire se constituer en l'espace d'une dizaine d'années. Les milliardaires, les familles de milliardaires, c'est des familles, c'est des dynasties. Les Rockefeller, les Schlumberger, ce sont des familles de producteurs, ce sont des familles de savants, ce sont des familles de banquiers. Il y a des gens qui étaient trois fois rien en 2000, en 2002, 2004, et qui sont devenus des puissances financières qui décident et qui non seulement décident des investissements, décident des attributions d'investissements, de lignes de crédit, mais ils décident de la ligne politique de l'État. Mais la détention aujourd'hui d'Ahmed Yahya, est-ce qu'elle va contenter la population? Parce qu'on a vu déjà les premières réactions dans la rue hier. Les premières réactions dans la rue, les premières réactions en prison où il a été reçu comme il devait être reçu. Ça, c'est évident, c'est l'évidence. Monsieur Yahya a eu l'indécence de traiter les gens par-dessus, d'une manière tout à fait méprisante. Je me souviens quand il assumait un certain nombre de choses en disant je suis l'homme des missions dégueulasses, quoi. Des missions, il assume, il le reconnaît. L'homme des sales besognes, mais il avait dit qu'il était commis de l'État. Commis de l'État. Ce n'est pas équivalent. Commis de l'État, moi je suis un commis de l'État. Mais je ne suis pas un homme des sales besognes. Lui, il assume, commis de l'État, sa couverture, mais c'est les sales besognes. Et ça, il l'a assumé. Il le dit. Il le reconnaît. Pourquoi voulez-vous que je l'en lave? Pas du tout. Il n'y a aucune raison. Mais il n'y a pas que Yahya. Parce que Yahya a fait ce qu'il avait à faire. C'est quand même le seul chef de gouvernement qui a été plusieurs fois chargé de la même mission, plusieurs fois, sans jamais nous gratifier d'un quelconque bilan. Il n'y a pas de bilan à ce jour. Il n'y a pas de bilan concret, de bilan strict, de bilan, crédible de tout ce qu'a fait M. Yahya mis à part ces dernières années où il n'a été que le supplétif, je dis bien supplétif, des milieux d'affaires qu'il a aidé à émerger. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette situation aujourd'hui de la corruption qui prend de l'ampleur en Algérie, il va falloir un peu mettre en place un mécanisme pour un peu essayer de l'amoindrir, de l'éradiquer, de récupérer ce qui a été pris aux Algériens, ce qui a été volé aux Algériens? Ce qui a été volé aux Algériens pose un problème juridique. Premièrement, il faut punir ceux qui ont volé. Deuxièmement, comment pouvoir récupérer la richesse qui a été détournée. Qui existe partout un peu. Qui existe partout. Elle est essentiellement, je ne parle pas de la richesse qui était ici en Algérie, qui existe encore, mais la richesse qui a été déplacée sous forme monétaire, placée dans les banques étrangères. Il y a, je sais que 2 citoyens algériens qui ont saisi les autorités suisses pour engager des opérations de récupération des biens et un assainissement des avoirs algériens d'une manière générale qui sont dans les banques suisses. Bon, la Suisse, on a déjà eu une histoire avec les Suisses, avec l'histoire du trésor de guerre du FLN qui n'a pas fini de faire couler de l'encre et je ne sais pas ce qu'il va en être. Mais moi je pose une autre question. Où sont passés les fonds de souveraineté? Où sont passés ces fonds que M. Boucherbe, qui est en fuite, je ne sais où, qui est allé donner au Canada? De quel droit?
Qui est-il? Où sont ces fonds-là? Vous parlez de M. Bouchouerb. Je parle de Bouchouerb, qui était ministre et ami intime de M. Ouihia. Donc il y a tout un ensemble de problèmes qui sont là. Donc évidemment, ces gens-là se retrouvent devant la justice, et c'est justice. Tout à fait. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre de procès où il y avait bien sûr soupçon de corruption ou corruption avérée. Ils avaient été déjà précédemment jugés sur ces affaires-là. Est-ce qu'on peut considérer qu'entre ce qui s'est produit par le passé et ce qui se produit aujourd'hui, c'est différent au niveau de la justice, puisque même les personnes qui avaient été à l'origine de ces affaires de corruption ont été innocentées? Je parle de l'affaire l'autoroute Est-Ouest, je parle de l'affaire Sonatrach, je parle de toutes les affaires qui ont été jugées précédemment. Jugé précédemment par une justice qui était aux ordres, qui obéissait au coup de téléphone. J'espère aussi qu'il aura à s'expliquer, monsieur Louh, qui d'ailleurs est dans le collimateur lui aussi. Il faudra qu'il s'explique un jour sur cette affaire de l'intervention auprès des juges. C'est une gabegie incroyable. C'est une gabegie incroyable. Quand on parle de justice, moi, il me semble qu'on devrait dire que la date de naissance de la nouvelle justice en Algérie, qui commence à se libérer, c'est le 22 février. 22 février 2019. Avant le 22 février 2019, on ne peut pas parler de justice. On peut parler d'une institution de répression, une institution qui essentiellement tend à instaurer de manière violente par la loi et par la force d'intervention de l'État une paix sociale. L'armée Forcée. devrait-elle s'appliquer dans cette question aujourd'hui, Monsieur Mohamed Lakhdar Maougal? C'est la question de l'auditeur. Oui, elle intervient déjà. Il faut qu'elle continue à accompagner jusqu'à pratiquement la mise en place d'un pouvoir civil, c'est-à-dire l'élection d'un président. Avant l'élection d'un président, il faut que l'armée reste vigilante. Il faut qu'elle soit partie prenante de ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'elle est la garante du caractère pacifique des marches et de la protection des gens qui marchent. Parce qu'il y a des tendances aujourd'hui qui sont des tendances lourdes, montrant des éventualités de reprise en main. Par exemple, ce qui s'est passé l'autre jour devant la Grande Poste, avec cette histoire qui a été qu'on a voulu utiliser en disant qu'il y a un policier qui a été basculé du haut du truc, alors que il a été établi que ce monsieur avait quelque chose à la main et qu'il a été en train d'asperger. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, je pense que les ex-dirigeants, leur but n'était pas seulement de s'enrichir, mais surtout saboter l'Algérie en suivant un plan de sabotage organisé et dicté par leur main étrangère ou la main étrangère. La main étrangère, ça c'est un argument de Yahya qu'il a utilisé contre tout le monde. Maintenant, on va l'utiliser contre lui. Il faut être sérieux. Le problème de la main étrangère, à partir du moment où il y a eu un changement fondamental concernant le commerce extérieur algérien, qui était sous monopole d'État pendant très longtemps, et nonobstant cela, il y avait un peu de corruption, mais elle était plus ou moins contenue. Dès que le commerce extérieur s'est ouvert, dès qu'il a été libéré des contraintes du contrôle, ça a produit un effet de boule de neige, la corruption engendrant la corruption, et la corruption interne a été accompagnée, renforcée, consolidée par des compromissions extérieures, venant de l'extérieur. La situation que nous vivons en Algérie, aujourd'hui plutôt, est-ce qu'il faudrait situer les responsabilités? Le président, l'ancien président Bouteflika, n'est-il pas responsable de cette corruption? Oui, mais il n'est pas le seul. Les gens qui l'ont accompagné, bien sûr qu'il est responsable. Mais les gens qui l'ont accompagné, les gens qui ont accepté de travailler avec lui en cautionnant ce qu'il a voulu faire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que on doit distinguer dans la période de Bouteflika entre les deux premiers mandats, sur lesquels il n'y a rien à dire, même si on n'est pas d'accord sur les modes de gestion, les modes d'élection. Ce sont des mandats qui rentrent dans le cadre constitutionnel. Il va être comptable, lui, sa famille, ses amis, son entourage, ses cadres, etc. Il va être comptable à partir du 3e, 4e mandat. Parce que 3e et 4e mandat sont fondamentalement des mandats de coup d'État. C'est un coup d'État dans l'État.
le parjure qui est la chose la plus horrible que puisse donner en exemple un chef d'État. Il jure devant tout le monde, publiquement, sur un texte sacré, il jure de respecter la Constitution. Il ne fait pas un mois après, il change. Il change les règles du jeu. Ça veut dire quoi? C'est de la rigolade. Il y a des États qui sont sérieux, qui n'ont pas changé à ce jour des constitutions depuis 2 siècles. Les États-Unis d'Amérique. Par Êtes-vous exemple. d'accord avec le slogan Itena Haouga? Que représente GA? Comprend-il actuellement ministre, directeur général et des différentes institutions? Et est-ce que ça pourrait pas aujourd'hui aussi fragiliser certaines institutions de la République, professeur Maougal? Le slogan est un slogan de tsunami de la rue, donc il est émotionnel. C'est tout à fait légitime que les gens s'expriment de manière radicale. Mais il y a un côté démagogique. Il y a un côté démagogique dans le sens où c'est un slogan qui ne permet pas de distinguer, ce que je disais tout à l'heure, de séparer le bon grain de l'ivraie. On ne peut pas donner en pâture des cadres qui n'ont fait que exécuter des ordres qui leur ont été donnés. Ceux-là ne doivent pas endosser la responsabilité. Les cadres qui étaient des cadres décisionnels doivent endosser la responsabilité. Alors pourquoi ne pas parler aussi de la présomption d'innocence, professeur Maougal, puisqu'il est reconnu que tout le monde est innocent jusqu'à la preuve de sa culpabilité? Est-ce qu'il faut être prudent sur cette question-là? C'est la question de l'auditeur également. La présomption d'innocence, c'est un principe fondamental dans le droit. Aujourd'hui, dans la situation aujourd'hui, il faut établir plutôt la certitude de la complicité, la certitude le contraire de présomption d'innocence, c'est-à-dire la culpabilité, la certitude de culpabilité. Il faut établir les certitudes de culpabilité. Certitude de culpabilité, ça s'établit sur la base de dossiers, sur la base d'études concrètes par des magistrats qui sont indépendants, qui ont la possibilité d'exercer leur métier de manière honnête, intègre, sans pression, sans coup de fil, sans intervention. C'est possible. C'est possible sous la vigilance de l'armée, sous la surveillance de la rue. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où le système tente de sacrifier quelques personnes qui sont haïes par le peuple. Est-ce que c'est ça, la justice? Je ne crois pas que le système sacrifie qui que ce soit. Le système paye sa politique. Quand on parle du système politique dans notre pays. Donc, cette idée de sacrifice, elle veut plus ou moins créer une sorte de flou pour qu'on ne distingue rien. Je pense qu'il faut laisser la justice faire son travail. Sereinement. Sereinement. Il faut simplement veiller à ce que les choses soient faites de manière réglementaire, conformément au droit, conformément à un esprit de justice et d'équité. Dire que quelqu'un est coupable quand il est coupable. Dire qu'il n'est pas coupable et l'élargir quand il n'est pas coupable. Toujours de manière discernée pour ne pas avoir à reconduire les mêmes pratiques qui ont miné l'Algérie, qui l'ont conduite à la situation que nous vivons aujourd'hui. Alors la volonté aujourd'hui, c'est de construire une Algérie, une deuxième Algérie sur des fondements de liberté et de démocratie avec une justice indépendante. Ne pensez-vous pas que maintenant les spécialistes algériens dans tous les domaines doivent s'organiser et être une force de proposition et être influents dans la prise de décision stratégique? Professeur Maougal, oui, puisque vous parlez de marginalisation, la porte est ouverte aujourd'hui. Oui, mais... Il faut s'organiser. D'accord, il faut s'organiser, c'est vrai, mais avant d'arriver à des propositions, il faut d'abord, quand vous utilisez un bloc opératoire, pour une fois, il faut le nettoyer, il faut pratiquement le désinfecter totalement. La réutilisation d'un bloc opératoire ne peut passer que par la désinfection radicale. Sinon, on risque de transférer des problèmes qui n'ont pas été réglés aujourd'hui vers demain. C'est-à-dire que vous hypothéquez le devenir de ce qu'on appellera pour certains la Deuxième République ou la nouvelle forme que prendra l'État algérien post-Bouteflika. Mais comment aujourd'hui consolider les acquis du mouvement populaire pour construire une Algérie libre, indépendante, démocratique, avec une justice indépendante? Merci pour la question, elle est pertinente. Il faudrait voir quelles sont les polarités qui sont intéressées par un changement et quel type de changement. Nous avions dit précédemment qu'il y a une institution qui est une institution de veille et de sauvegarde, qui est une institution militaire dont il faut définir de manière très précise les prérogatives. Deuxièmement,
il faut instruire d'une manière la rue de manière à ce qu'elle aille vers des formes concrètes d'organisation. De toutes sortes d'organisations, associations caritatives, associations de quartier, associations de bienfaisance, associations de vigilance, etc. Plus la mobilisation de l'opposition qui, pendant 20 ans, a été muselée. Est-ce qu'elle pourra s'organiser, l'opposition? Mais elle s'organise, il y a aujourd'hui existe. Des conflits de leadership. Ça, c'est leur problème. Mais ils existent. Ils existent. Si la rue fait pression suffisamment sur eux, ils seront obligés de se mettre à table. Ils seront obligés de trouver, sous peine de ne plus rien faire, d'être complètement éjectés, ils seront obligés de mettre sur pied une plateforme de travail commun pour essayer d'assainir la situation. Quatrième élément, si vous me permettez, c'est le recours à l'intelligence, ce que vous avez cité tout à l'heure, les cadres qui sont capables de se mobiliser. Là aussi, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire que dans cette situation, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que beaucoup de gens se ruent vers les moyens de la communication, notamment la radio, la télévision, les journaux, etc. Et se présentent toujours comme étant des experts, très souvent des experts qui sont tout à fait douteux. Parce que ils étaient experts autrefois, ils sont toujours experts aujourd'hui, ils seront experts demain. Le résultat. Quel est le résultat? Pourquoi vous n'avez rien dit avant? Pourquoi aujourd'hui vous préconisez des choses? Et qu'est-ce que vous entendez par ce qui sera fait demain? Mais tout le monde est d'accord sur le fait que le 22 février, le peuple ou la rue a libéré tout le monde pratiquement, oui, y compris les médias. C'est sûr. Et les journalistes. Entendu, bien sûr. C'est pour ça que les journalistes et les médias... Il faut les consolider, ces acquis. Il faut les consolider, il faut leur donner plus de possibilités d'intervention, plus de possibilités de s'organiser dans le bon sens. Et non pas comme ce qui se dessine aujourd'hui, paraît-il, une certaine mise en place de rencontres, de bureaux, je ne sais pas quoi... inspiré par un certain wali au service de l'État. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que tout le monde est déféré devant la Cour suprême. Aujourd'hui, on attend Ammar Ben Younes et l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellel. Il y a la levée de l'immunité parlementaire qui est déjà effective, celle de Ould Abbas et celle de Saïd Barket. Il y a aussi le ministre de la Justice qui a saisi les deux chambres du Parlement pour M. Talahi et pour également Ammar Roul. Est-ce qu'il ne fallait pas créer la haute cour de justice qui dans les papiers existe mais qui n'a jamais été effective pour juger toutes ces personnalités comme cela se fait dans tous les pays du monde? Il y a eu beaucoup de cours qui ont existé, qui existent et qui ne fonctionnent pas. La Cour des comptes, pour la rappeler, elle n'a jamais été élaborer un rapport. Elle n'a jamais élaboré. Si, elle a fait Moi, j'ai entendu l'autre jour quelqu'un, M. Ben Maïouf de la Cour des comptes, il dit on a cumulé des rapports, il y a de quoi remplir une chambre, mais il n'y a aucun effet. Pourquoi? Parce que la Cour des comptes, quelqu'un a décidé, après le procès de 1980, quelqu'un a décidé que cette Cour des comptes ne devait pas fonctionner. Et c'est M. Bouteflika. Parce qu'il avait été jugé lui-même par cette Cour des comptes. Eh ben oui. Pour revenir à l'histoire. Monsieur Mohamed Lakhdar Maougal, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, bon week-end, à bientôt. C'est moi qui vous remercie.